Alors, on aborde donc le chapitre sur le mouvement d'un point matériel dans un champ de force centrale. Alors, je vais faire une introduction pour voilà, situer, disons, le cadre entre guillemets formel et puis les cas physiques auxquels ça va s'appliquer. Alors, propriété donc générale, le cadre d'étude. Donc, on étudie dans un référentiel grand R galiléen le mouvement d'un point matériel soumis à un unique champ de force centrale. Donc il n'y a pas d'autre force. Champ de force central, je vais vous définir ce que c'est. Si le champ de force est central, c'est qu'il y a un centre. Ce centre O, il va nécessairement être fixe dans le référentiel grand R. Voilà. Alors ensuite, on va considérer un repère fixe du référentiel grand R. L'origine de ce repère, c'est le centre de force central. On a 3 vecteurs unitaires, donc fixes de R. Donc un champ de force. Alors un champ, je rappelle, c'est une application qui a un vecteur ou un point géométrique. Donc ici j'ai écrit M, petit abus de langage, normalement je l'écris P. Un point géométrique P fait correspondre un vecteur en ce point, d'accord ? Alors ça c'est un champ, voilà, un champ, et en l'occurrence ici ce vecteur on va l'interpréter comme une force. Donc là c'est un champ de force. Donc il est ce qu'on appelle central, donc deux centres O fixes dans R. Voilà. Lorsque je peux le mettre sous cette forme-là, voilà la forme. Donc ici f de OM. Voilà, donc ici j'ai le vecteur OM sur OM, c'est le vecteur unitaire collinaire à OM allant de O vers M. Voilà. Et ici j'ai un terme, une fonction qui ne dépend que de la distance OM. D'accord ? On voit un petit peu comment, si on fait le dessin, on voit un petit peu quelle allure ça a. Si je me place en un point M, le support de f de OM, donc qui passe par M et qui est collinaire à la force en M, il va passer par O. Voilà, tous les supports passent par O. Voilà. Mais voilà, si je passe à la norme, par exemple, de ça, je vois que la norme de F, c'est la valeur absolue de cette force petit f. Puisque la norme de ce OM sur M vaut 1. Voilà, donc ce qui fait que la norme de la force ne dépend que de ce petit f de OM, donc ne dépend que de la distance de O à M. Voilà. Donc c'est dans ce cas-là qu'on peut dire que la force est centrale. Il ne suffit pas qu'on ait la condition sur la direction qui est donnée par ce vecteur ici OM sur OM. Il faut aussi donc, que la norme de la force ne dépende que de la distance au centre d'attraction ou de répulsion, parce qu'on verra que ces forces sont soit attractives, soit répulsives. De fait, donc notre problème, on va appliquer la RFD à un point matériel grand M, donc un point matériel grand M, voilà. Donc dans le référentiel R galiléen, toujours le centre O est fixe. Voilà, et ça me fait donc M gamma, il est soumis uniquement à cette force centrale, F de OM. Voilà, ce F de OM donc à cette forme-là. Donc en gros, le but, on n'ira peut-être pas jusque-là, c'est de résoudre finalement, de trouver le mouvement, éventuellement de trouver les lois horaires. Alors que là, on a un système évidemment assez compliqué, puisque là, on a un système à trois dimensions et 3 coordonnées. On ne peut pas se ramener comme on l'avait fait dans la mécanique qu'on avait fait un petit peu au premier semestre, à des systèmes à 1 ou 2 dimensions. Voilà. Alors, exemple donc, où je dirais le mouvement d'un point matériel va se mettre sous cette forme-là. Premier exemple, c'est le mouvement des planètes du système solaire dans le référentiel héliocentrique. Je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, si on néglige l'attraction gravitationnelle des planètes entre elles, la RFD pour la planète, je l'appelle grand M, de masse petit m, dans le référentiel héliocentrique. Alors, ce référentiel héliocentrique, donc, il est galiléen. Donc, je l'appelle toujours R. Référentiel héliocentrique, voilà, grand R. Je l'ai remis ici. Voilà, c'est M gamma égale. Alors, la force gravitationnelle exercée donc par le Soleil sur une planète. D'accord, donc O, c'est le centre du Soleil. Voilà, ça a cette forme-là. Donc ça, c'est le vecteur unitaire qui va du Soleil vers la planète. D'accord, ici, donc, voilà la fonction f. D'accord, donc notre force, elle est en 1 sur OM carré. Et avec un coefficient, alors ici on a le produit des masses, petit m, m indice s, c'est la masse du Soleil, g, c'est la constante de gravitation universelle, et le moins, il est là pour dire que cette force, elle est attractive.
force exercée par le Soleil sur la planète. D'accord? Donc O, c'est le centre du Soleil, il est fixe dans le référentiel héliocentrique. Alors le référentiel héliocentrique, il est centré sur le Soleil, un peu comme son nom l'indique. Alors ce qu'on dit dans les livres, c'est que voilà, si on veut le matérialiser, on prend un repère dont l'origine serait au centre du Soleil, est au centre du Soleil, et puis on a les 3 axes qui pointent vers 3 étoiles fixes. Alors bon, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'essentiellement, si vous voulez, vous prenez les étoiles que vous voyez, c'est les étoiles de notre galaxie, qui sont les plus proches de nous, du Soleil, d'accord? Et toutes ces planètes, en fait, et toutes ces étoiles, pardon, donc Soleil inclus, parce que c'est une étoile, les distances, en fait, entre ces étoiles ne varient pas, d'accord? Donc ça forme un solide, puisque un solide, par définition, c'est un ensemble de points matériels entre lesquels les distances ne varient pas. Voilà, donc c'est ça, essentiellement, le référentiel héliocentrique. Et ce référentiel héliocentrique, d'ailleurs, il tourne autour du centre de la galaxie, ce qui fait qu'il n'est pas rigoureusement galiléen, enfin, on va dire de très loin. Voilà, c'est la meilleure approximation, une approximation, disons, excellente pour prévoir le mouvement des planètes du système solaire. Alors, tout ceci, évidemment, ne s'est pas découvert en un jour. Donc, alors, les planètes du système solaire, donc, elles obéissent aux lois de Kepler, énoncées, vous voyez, au début du XVIIe siècle, d'après les observations, peut-être du premier astronome, Tycho Brahe, qui a fait des mesures extrêmement précises, des mesures angulaires, extrêmement précises, sur les planètes qu'il pouvait observer, Mars en particulier, la Lune, enfin bref, avec des systèmes de cadrans qui permettent de faire des mesures d'angle à la seconde d'arc près. Donc, il y a des observations, etc. Et à partir de ces observations, Kepler, par un travail certainement acharné, a découvert ces 3 lois qui portent son nom. Donc, les planètes du système solaire décrivent des trajectoires, alors qui ne sont pas circulaires, mais qui sont en fait elliptiques. Voilà, d'accord. Donc ça, c'est la grande découverte, on va dire, de Tycho Brahe et de Kepler, puisque on avait déjà bien l'idée quand même, notamment avec Copernic, que les trajectoires des planètes devaient être circulaires autour du Soleil. Mais là, donc, des mesures très précises ont permis de montrer qu'elles étaient en fait elliptiques. Alors, je vous expliquerai ce que c'est qu'une ellipse. Voilà, le Soleil occupe l'un des foyers. Alors, foyer d'une ellipse, on verra un peu ce que c'est. Alors une ellipse, je vous donne une définition, ce qu'on appelle une définition bifocale. Donc, si vous donnez 2 points, qu'on va appeler des foyers, F et F', l'ensemble des points M, tels que la distance Fm plus la distance F', vaut une constante C, c'est une ellipse. Donc, voilà, de foyer avec un S, F'. Voilà, donc je vous ai dessiné ici, de manière très très déformée, on va dire, une ellipse très elliptique, qui est dessinée à droite. Voilà, d'accord. Donc vous avez les 2 foyers F'. Vous avez ce qu'on appelle le grand axe de l'ellipse qui passe par les foyers, et l'ellipse est symétrique par rapport à ce grand axe. Alors pour une planète donc donnée, j'ai oublié donc de dire que le Soleil occupe l'un des foyers. Voilà, c'est ce qui est marqué ici, donc le Soleil est sur F. Alors ensuite, pour une planète donnée, son rayon vecteur, ce qu'on appelle Soleil-planète, vous voyez ce que c'est un vecteur qui va du Soleil vers la planète, balaie des aires égales pendant des durées égales. Alors c'est ce qui est illustré là à droite. Voilà, vous avez vu en vert ici les aires balayées. Donc ça a été dessiné de telle sorte que ces 3 aires sont égales, mais la planète, évidemment, quand elle tourne autour du Soleil, elle ne va pas tourner à la même vitesse, d'accord? Et en particulier, ce que vous voyez, c'est que donc le petit L, ici, c'est la distance parcourue par une planète, j'ai été obligé d'abrécher, durant le même intervalle de temps. Donc les 3 petits L que vous voyez ici sont parcourus donc, par une planète donnée pendant le même intervalle de temps. Donc ça veut dire qu'une planète, quand elle est près du Soleil, elle va beaucoup plus vite, d'accord, que quand elle est loin. C'est ce que ça illustre. Mais par contre, le calcul a été fait que si on prend donc des durées égales, d'accord, on regarde de combien se déplace la planète, donc son rayon vecteur balaye une certaine surface, et voilà, on prend donc ce balayage en quelque sorte pendant une durée delta t donnée à 3 instants. On démarre à 3 instants différents. Voilà, on attend le même intervalle de temps à chaque fois, on regarde comment varie le rayon vecteur, on mesure la surface balayée par ce rayon vecteur, et on s'aperçoit à ce moment-là que ces surfaces sont les mêmes à chaque fois. D'accord? Voilà.
Voilà. Et ensuite, dernière chose donc, qui a été trouvée par Kepler, le rapport donc A cube sur T carré admet la même valeur pour toutes les planètes. Alors le petit a, c'est le AB sur 2. Alors vous voyez que le AB, vous voyez ce que c'est sur la figure. Le B, c'est le point le plus éloigné donc, du Soleil, la planète. C'est ce qu'on appelle l'aphélie. Et A, c'est le point le plus proche. Donc c'est le périhélie. Voilà. Voilà, donc A, F et B sont alignés. D'accord. Et si je prends la moitié de cette distance, c'est ce qu'on appelle le petit a. Est-ce que je voulais marquer au moins? Oui, c'est le AB sur 2, c'est ce qu'on appelle la longueur du demi-grand axe. Parce que AB, en fait, c'est le grand axe. Et petit a, c'est la longueur du demi-grand axe. Je ne vous l'ai pas encore mis, mais je vous le mettrai plus tard. Voilà, donc il a trouvé ça en faisant certainement plein de calculs pour voir le rapport entre ce demi-grand axe et la période. Grand T, c'est la période de la planète, donc c'est sa durée de révolution autour du Soleil. Voilà, il a fini par trouver que A cube sur T carré avait la même valeur pour toutes les planètes du système solaire. Voilà, d'accord. Voilà, donc découverte évidemment essentielle. Puisque, bon, mais si je vous ai mis un petit peu des données sur les planètes du système solaire, puisque je dirais, c'est à partir de ces lois de Kepler, à partir des lois de Kepler, que Newton découvre l'attraction universelle et les 3 lois qui portent son nom. Donc c'est pas anecdotique. Voilà, alors je vous ai mis ici quelques données sur les planètes du système solaire. Voilà la période de rotation sidérale de la planète sur elle-même. Alors vous observez, je vous expliquerai que la période de rotation sidérale, ce qu'on appelle sidérale, et non pas solaire, c'est pas 24 heures, mais c'est 23 heures 56 minutes. Donc c'est un petit peu moins. Voilà, ça c'est l'aplatissement de la planète elle-même. Bon, le rayon équatorial en kilomètres, là on regarde la Terre. La masse de la Terre, comment est-ce que elle se mesure? Je rappelle, c'est en mesurant la constante de gravitation G par l'expérience de Cavendish qu'on avait vu dans le cours sur les solides, qu'on arrive à déterminer donc avec le petit g, l'accélération de la pesanteur, qu'on arrive à déterminer la masse de la Terre. D'accord. La masse des autres planètes, je ne sais pas comment on la trouve. Voilà, parce que vous noterez bien ici que quand on prend l'équation satisfaite par la dynamique d'une planète, la masse petit m de la planète disparaît de l'équation. Je peux la simplifier, d'accord? Parce qu'elle intervient à la fois en masse qu'on appelle inertielle et en masse gravitationnelle. D'accord? Donc c'est pas en observant une planète ni une comète qui est soumise à la même force, qui est régie par la même loi, qu'on peut en fait trouver sa masse. Alors quand on peut, si on est évidemment sur la planète, c'est facile, mais bon, voilà. D'accord, la densité de la planète, alors c'est assez important pour la Terre, Vénus et Mercure, c'est 5. Voilà, mais ici donc, alors évidemment la densité, une fois qu'on a la masse, c'est pas très compliqué à voir. Voilà, ici on a des planètes gazeuses, on voit que la densité est tout à fait différente. La période de révolution sidérale, donc pour la Terre, c'est 365 jours, les vrais jours, ceux qui font 24 heures. Le J qui est là, c'est un vrai jour à 24 heures, fois 0,25, d'accord. Voilà, le demi-grand axe. Alors le demi-grand axe, lorsque, on verra que l'orbite de la Terre autour du Soleil, ça ressemble presque à un cercle, c'est très proche d'un cercle, et donc à ce moment-là, le demi-grand axe, petit a, c'est quasiment le rayon du cercle, et donc on est à peu près à 150 millions de kilomètres. Voilà, c'est en gros la distance Terre-Soleil, et elle varie pas trop, on va dire, au cours de l'année. Elle varie un petit peu parce que la trajectoire n'est pas rigoureusement circulaire. L'excentricité de l'orbite, ça va mesurer essentiellement l'écart au caractère purement circulaire. Si l'excentricité vaut 0, à ce moment-là, l'ellipse se réduit à un cercle, c'est-à-dire qu'en fait, f égale f' égale le centre du cercle. Voilà, donc on s'aperçoit que c'est finalement la Terre qui a l'excentricité la plus faible, donc la trajectoire la plus... Enfin, pas tout à fait, non, Vénus est encore plus faible, enfin c'est parmi les plus faibles. Voilà. D'accord. L'inclinaison de l'orbite sur l'écliptique. Alors l'écliptique, c'est le plan dans lequel tourne la Terre autour du Soleil. Donc forcément, son inclinaison par rapport à ce plan est nulle. Voilà. Et les autres, c'est assez faible, puisque ça, ce sont des... Voilà, enfin degrés et minutes. Ouais, degrés et minutes d'arc.
Voilà, le mouvement par jour, bon ça c'est des secondes d'arc par jour, on va laisser tomber, et le nombre de satellites donc de chaque planète. Voilà. Donc voilà un petit peu pour les planètes du système solaire. Alors, toujours, notre force centrale, il y a un autre cas qu'on va pouvoir traiter donc, avec d'autres expériences, d'autres mouvements qu'on va pouvoir traiter donc, avec le point matériel soumis uniquement à une force centrale. C'est le mouvement des satellites artificiels de la Terre dans le référentiel géocentrique cette fois-ci. Alors, le référentiel géocentrique, comment est-ce qu'il se définit? Il admet comme point fixe le centre de la Terre. Donc, il faut le voir comme un repère, hein, on ne peut pas le matérialiser par un solide. Et il est en translation par rapport au référentiel héliocentrique. Alors, bon, je n'ai pas fait le dessin parce que ça nous entraîne un petit peu trop loin. Ce n'est pas une translation qui est rectiligne uniforme, ni même rectiligne. Hein, c'est une translation qui est une rotation, en fait, d'accord, hein, comme une nacelle dans une grande roue. Hein. Elle est en translation, mais pas en translation rectiligne, d'accord, mais c'est quand même une translation. Voilà, donc là, si vous voulez, voilà, on a un repère dont le centre se déplace avec la Terre, mais qui garde une direction fixe, dans les axes, garde une direction fixe dans le référentiel héliocentrique. Voilà, donc c'est une approximation convenable d'un référentiel galiléen. Hein. On ne peut pas matérialiser donc, ce référentiel par un solide, mais uniquement par un repère, ce que je viens de vous dire. La force gravitationnelle exercée par la Terre. Alors on va approcher cette force par celle exercée par un corps sphérique, hein, dont la masse volumique est à symétrie sphérique. À ce moment-là, c'est la même que celle exercée par un poids matériel placé au centre de la Terre et concentrant toute sa masse. Vous avez déjà vu ça l'an dernier, c'est le théorème de Gauss. Alors, on va poser un repère fixe du référentiel géocentrique. Donc, le centre de ce repère, c'est le centre de la Terre, O. Voilà, IJK, donc 3 vecteurs unitaires fixes dans le référentiel géocentrique R. Voilà, et O, donc, c'est le centre de la Terre. C'est aussi donc, le centre d'attraction de la force centrale gravitationnelle exercée par la Terre, hein, sur un satellite artificiel. Ce centre d'attraction, il est bien fixe dans le référentiel géocentrique par définition. Voilà, d'accord. Et donc, voilà, la dynamique d'un satellite, la force exercée par un satellite sur la Terre, elle est donnée par cette formule-là, d'accord. MT, c'est la masse de la Terre, donc O, c'est le centre de la Terre, M, c'est le satellite, grand G, la constante de gravitation, petit m, la masse du satellite, etc. Voilà, de sorte que la dynamique du satellite, elle est donnée par ça. Voilà, alors, bon, à une certaine approximation près quand même, hein, parce que il y a d'abord la force exercée par la Lune, voire par le Soleil, etc. Que le référentiel géocentrique n'est pas exactement galiléen. Mais enfin, en gros, les termes qu'on aurait en plus, bon, voilà, sont, on va dire, négligeables devant ça. Hein, et essentiellement, on est sur un problème donc, à force centrale. Alors, ce qu'on peut dire, hein, voilà, je crois que c'est marqué dans le programme, les lois de Kepler s'appliquent donc au mouvement des satellites, hein, puisque rétrospectivement, les lois de Kepler s'appliquent à la dynamique d'un point matériel qui est régi par ce type d'équation. Enfin, évidemment, au moment où Kepler a découvert ça, il ne le savait pas, mais bon, après les découvertes de Newton, etc., font que, voilà. Voilà, alors qu'est-ce qu'on appelle le point le plus proche de la Terre pour un satellite? C'est ce qu'on appelle le périgée. Et le point le plus loin, c'est l'apogée. J'ai remplacé Hélie, qui veut dire soleil, par G, qui veut dire Terre. Voilà, donc les satellites ont des trajectoires quand même sensiblement circulaires, mais pas nécessairement. Voilà, un troisième exemple également, c'est le mouvement de l'électron dans un atome d'hydrogène et dans le référentiel Rn du noyau. Alors le référentiel Rn, qu'est-ce que c'est? Il admet comme point fixe le centre du noyau de l'atome d'hydrogène. Et il est en translation par rapport au référentiel terrestre. L'approximation donc convenable d'un référentiel galiléen. Encore une fois, on ne peut pas le matérialiser par un solide, mais uniquement par un repère. Donc je vais prendre un repère donc, fixe de ce référentiel. O, l'origine du repère, ce sera évidemment le centre de l'atome d'hydrogène. D'accord. Voilà. Et ce donc IJK, c'est fixe dans le référentiel Rn. O, c'est le centre du noyau, c'est le centre d'attraction fixe dans Rn de la force centrale électrostatique, hein, attractive exercée par le noyau sur l'électron de charge -E. Donc cette force, vous la connaissez. Le préfacteur ici, c'est 1 sur 4pi epsilon 0. Voilà, le produit des charges, charge de l'électron par charge du noyau, donc qui comporte un seul proton. Voilà, ensuite on a les termes habituels. Voilà, dynamique donc de l'électron de masse petit m dans Rn est notée, donnée par ça. Hein. Voilà, on a toujours la même forme, d'accord.
Voilà, le 1 sur 4 pi epsilon 0, c'est ce facteur qui vaut 9, 10 puissance 9. Voilà. Ok, alors bon, il y a d'autres exemples plus compliqués. Hein. La déviation d'une particule alpha, en l'occurrence un noyau d'hélium, par un noyau d'or. Hein. Donc là, cette déviation, c'est le cas d'une force centrale électrostatique répulsive entre un noyau chargé positivement et la particule alpha chargée positivement. Enfin, à l'époque où on a fait la manip, on ne connaissait pas tout ça. Hein. Voilà, dans une expérience détection de Rutherford, enfin c'est en tout cas Rutherford qui l'a interprété et qui a conduit justement à la découverte du noyau atomique. Parce qu'on s'est aperçu qu'en bombardant donc une feuille d'or avec des particules alpha, qu'elles étaient déviées de manière énorme, si vous voulez. Donc on en a conclu qu'il y avait un centre de répulsion qui était extrêmement concentré. Hein, voilà. Et donc ça a conduit à la découverte du noyau atomique. Voilà, bon ça c'est le cas de trajectoires qui sont pas au programme. Et également des systèmes de deux points matériels en interaction, en l'occurrence en interaction, on peut se ramener à un problème d'un seul point matériel fictif soumis à un champ de force central, le centre fixe. Bon, vous faites plus ça, les élèves de classe prépa ne font plus ça depuis 2013. Voilà. Bon, on peut, donc vous avez deux points matériels en interaction souvent gravitationnels. Donc on a un problème assez compliqué, parce qu'il y a deux corps cette fois-ci dont le mouvement était prévu et qui sont en interaction. D'accord, donc la force exercée de l'un par l'autre dépend du temps, etc. Okay, donc c'est assez compliqué. On peut ramener ça en fait au mouvement d'une particule fictive, si vous voulez, qui serait soumis à un champ de force central de centre fixe. Voilà. Donc on peut traiter ce qu'on appelle les étoiles doubles. Voilà, dans le ciel, quand on voit des étoiles, on voit un point lumineux, puis si on regarde avec un télescope, en fait, on peut résoudre l'enquête, on s'aperçoit en fait qu'il y a deux étoiles en fait qui sont en interaction gravitationnelle l'une avec l'autre, parce qu'elles sont très proches par rapport aux étoiles alentours. Voilà, et on a étudié ça en particulier, on a cherché à mesurer la constante de gravitation qu'il y avait au niveau de ces étoiles, et rassurez-vous, on a trouvé la même que l'on connaissait au niveau de la Terre. Voilà, donc plus récemment, donc on exploite ça aussi pour les systèmes donc étoiles exoplanètes. Hein, voilà, c'est un système de deux corps en interaction en fait. Et, voilà, on pourrait appliquer la théorie qu'on va faire, mais bon, ça nécessiterait de savoir comment est-ce qu'on passe d'un système, un problème à deux corps, un problème à un corps, est-ce qu'on ne fait pas. Voilà, donc pour l'instant, vous retenez bien les trois exemples qu'on a donnés, surtout les deux premiers, à vrai dire. Hein. Et bon, le troisième, je l'ai un petit peu donné à titre enfin, entre guillemets anecdotique, parce que le troisième relève de la mécanique quantique. C'est-à-dire qu'en fait, il faut effectivement partir de cette force, etc., mais il faut le traiter dans le cas de la mécanique quantique. Voilà, ce qui n'est pas notre affaire cette année. Voilà. Alors, bon, donc notre problème, je répète, il est bien posé d'un point de vue formel, hein, c'est quelque chose qui est comme ça, d'accord, essentiellement, ou de manière plus générale, c'est un problème qui a cette forme-là, hein, d'accord, voilà, avec ici ce F de OM et qui va en fait avoir une forme, qui ne peut pas avoir une forme quelconque dans la nature, ce sera forcément quelque chose qui va être en 1 sur R2, on va voir. Hein. Voilà. Alors, bon, je vais peut-être m'arrêter là et faire une deuxième vidéo. Là, c'est des choses un petit peu plus